Irène Chagnot propose Voyage sans passeport. La sangle qui barre mon front est trempée de sueur. Le soleil du matin, la poussière du chemin harcèlent le pauvre porteur. C'est le chant, la complainte de tous les porteurs du Népal, le chant qu'ils répètent, le dos courbé sous l'effort. Leurs cohortes interminables ressemblent à des fourmis affairées. C'est vers le Térail, pays de la jungle, que va avoir lieu une chasse à dos d'éléphants. Dès les premiers pas de l'animal, la réalité s'impose. Seul l'éléphant peut pénétrer dans cette jungle où les herbes larges et coupantes arrivent parfois à dépasser le niveau des têtes des chasseurs juchés sur leur monture. Inlassablement, pendant des heures, ils vont battre la forêt, franchir des collines et de petits torrents, s'enfoncer dans des sous-bois inextricables à la recherche des cerfs qui peuplent la région. L'éléphant fait cette toilette, sauf le respect qu'on lui doit, on a vraiment l'impression qu'il est en train de se curer les dents. Lorsqu'un cerf est abattu, il est laissé sur place. Les chasseurs rentrent et les éléphants repartent, guidés par le sens de l'orientation extraordinaire de leur cornac, et ils repartent à seule fin de récupérer la victime et de la ramener au camp parfois en pleine nuit. Sitôt à terre, la domesticité découpe le cerf en tranches de viande qui sont mises à sécher sur une claie installée au-dessus d'un foyer de braise. Cette viande ainsi conservée est ramenée dans la vallée où elle constitue une réserve appréciable pendant les longs mois de la mousson. Mais déjà, nous avons quitté les arbres immenses et la jungle mystérieuse du Térail pour rejoindre en quelques heures, d'une piste tourmentée et poussiéreuse, le centre du folklore népalais dans la vallée de Katmandou. Les moines de Bat Gaon nous accueillent tout d'abord avec leur danse religieuse. Regardez ces costumes de feuilles,
Et rappelez-vous, si vous l'avez vu, un de nos récents voyages sans passeport aux Comores. Ils avaient exactement le même genre de costume. Cette jeune fille joue sur la tamboura et une de ses amies se livre à la danse, une danse gracieuse du reste et presque nostalgique. Cette grâce de la danseuse a été immortalisée depuis des siècles par les artisans népalais. Nous la retrouvons sous le moule des fondeurs de bronze et également dans la légèreté et la précision des peintres sur ombrelle. Une famille de Katmandou possède en effet le privilège de fabriquer ces ombrelles depuis de nombreuses générations. L'ombrelle est un des symboles religieux essentiels du bouddhisme. Chaque famille possède son ombrelle, plus ou moins grande, qui participe aux cérémonies de tout genre de la vie quotidienne. Dessus sont inscrits des motifs religieux, des dieux, des déesses, des serpents sacrés, nagas. Les peintres sur ombrelle sont considérés comme des artisans sacrés. Les potiers, eux, comme des artisans populaires. Le potier népalais lance son tour d'une façon différente d'une autre, mais il modèle la pâte avec les mêmes gestes précis que ses semblables. Une autre forme d'artisanat utilitaire, les imprimeurs sur étoffe. Avant l'industrie mécanique du marché des tissus appelée indienne, le Népal possédait un commerce florissant d'imprimeurs sur étoffe. Quelques familles continuent à en assurer la tradition. Les moules à impression sont sculptés avec précision à l'aide de petits burins. Les images ainsi formées représentent des figures religieuses ou des motifs décoratifs. Ce moule est humecté d'encre végétale préparée par les femmes qui vont chercher sur les flancs des collines des plantes réservées à cet usage. L'artisan n'a plus qu'à appliquer son moule et à répéter son geste tout au long de la pièce d'étoffe. Cette forme d'artisanat archaïque se retrouve dans la fabrication du papier dit népalais. Au pied d'une colline où une canalisation de bambou amène une eau fraîche et limpide, une famille d'artisans a préservé, là aussi, les vieilles traditions du pays. Des écorces de certains arbres et plantes sont mises à macérer dans de vieux chaudrons de cuivre, puis portées à ébullition. La pâte ainsi obtenue est écrasée sous un pilon actionné par le poids d'un homme. Les impuretés en sont enlevées et une seconde cuisson rend la pâte homogène. On plonge dans cette pâte de larges cadres de bois tendus d'une fine toile. Séchée au soleil, une demi-heure après, la feuille de papier se détache et est par surcroît un excellent papier buvard. Mais voici une forme beaucoup plus récente de l'artisanat népalais, le travail des bibelots de bois et d'ivoire. Ces petits personnages naïfs et délicats, ces fines représentations des pagodes du pays, se vendent facilement aux touristes. Toute la famille participe à ce labeur, sculptant avec les mains et semble-t-il un peu aussi avec les pieds. Ce commerce artisanal trouve ses clients dans la foule disparate des grands hôtels de Katmandou, installés comme celui-ci dans d'anciens palais Rana.
Voici l'attachant sanctuaire bouddhiste de Botnath, à l'est de Katmandou, où un violonneux, criard et crasseux, mais d'une incomparable prestance, nous accueille. C'est à Botnath que réside le fameux Shina Lama, ambassadeur spirituel du Dalai Lama au Népal. Tout autour du stupa, des centaines de drapeaux de prière flottent au vent des Himalayas, et c'est justement l'époque de la fête de la poudre rouge, cérémonie mi-religieuse, mi-populaire, qui consiste à asperger abondamment, dans un geste d'amitié et même de bénédiction, toutes les personnes que l'on rencontre. Les gamins du village profitent évidemment de cette journée pour s'en donner à cœur joie. Un épais mur d'enceinte protège le stupa proprement dit et porte des niches où sont scellés des moulins à prière de bronze que les fidèles font inlassablement tourner. L'enceinte franchie, ils vont se ranger respectueusement pour assister à une cérémonie d'offrande à Bouddha dirigée par le Shina Lama en personne. Cérémonie en plein vent, impressionnante par le contraste de ce petit groupe de moines officiant au pied du stupa majestueux et dans ce paysage grandiose. Cérémonie accompagnée surtout du tintamarre des cuivres et des tambours généreusement actionnés par les prêtres. Et la cérémonie s'achève par la présentation des offrandes composées de riz et de fruits, placées dans un grand plateau de cuivre et présentées aux yeux de Bouddha avant d'être dispersées à la foule, et ce, au son des conques dans lesquels les moines sonnent. Irène Chagnon vous a proposé Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée avec un film de Maurice Brault et Christian Pourquier. Montage René Gary, script Jacqueline Loire, son Alain Gauthier, illustration sonore Dominique Paladil, réalisation Solange Péter.